Depuis 2021 et le début des injections à ARN messager, il y a de plus en plus de témoignages de gens qui disent qu'on peut détecter des adresses MAC sur le réseau Bluetooth sur des personnes qui ont été injectées avec les produits anti-Covid. Et effectivement, on trouve de nombreuses vidéos qui montrent que dans le monde entier, des gens déclarent trouver ces adresses MAC, notamment en France, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, au Mexique. Et effectivement, ces personnes se sont donné du mal pour aller dans la forêt, loin de toutes les perturbations des réseaux urbains, pour voir qu'effectivement des personnes émettaient des adresses MAC sur le Bluetooth. On voit même qu'ils détectent des adresses MAC dans les cimetières, sur les tombes de gens qui sont décédés en 2021, notamment au Mexique et en Israël. Ce ne sont pas toutes les personnes qui ont reçu une injection contre le Covid qui présentent une adresse MAC. Certaines personnes injectées n'en ont pas. Et il y a aussi des personnes qui n'ont pas reçu l'injection et qui présentent une adresse MAC, vraisemblablement parce qu'elles ont fait de nombreux tests PCR. Et effectivement, tout le monde peut vérifier le fait qu'il y a de nombreuses adresses inconnues, près de groupes de gens, en ville ou à la campagne, en utilisant des scanners Bluetooth sur le smartphone, par exemple en installant l'application Bluetooth Finder Scanner Pair, qui permet de scanner le Bluetooth et donc de voir qu'il y a des adresses inconnues. Quand des objets sont connus, on reconnaît le type d'objet, il y a un nom, il y a souvent les services proposés par cet objet Bluetooth, et aussi le fabricant de l'antenne Bluetooth de l'objet. Sur les adresses inconnues, on voit qu'il n'y a ni le type, ni le nom, ni les services, ni le fabricant, et que ce sont donc bien des adresses qui correspondent à des objets totalement inconnus. Cette application permet aussi de détecter l'intensité du signal reçu, et donc de localiser l'origine de l'adresse MAC sur le réseau. Et donc on peut voir que sur de nombreuses personnes, le signal est le plus intense au niveau des jambes, entre les genoux et les hanches. Le collectif français NextDoes a fait des observations au microscope qui semblent montrer qu'il y a vraiment des puces à base de graphène, des nanopuces de la taille du micromètre, dans les injections et aussi dans le sang des gens qui ont été injectés. Ils ont observé comme ça des nanopuces et aussi des nano-antennes qui pourraient former un nanoréseau à l'intérieur du corps qui utiliserait les ondes en gigahertz pour fonctionner. Le collectif NextUp montre que ces nanoréseaux à base de graphène fonctionnent de manière passive en recevant l'énergie Bluetooth et en la réémettant. Et donc ils n'ont pas besoin d'alimentation à l'intérieur du corps. Sur les médias français, quand on cherche cette information, est-ce qu'il y a des personnes vaccinées sont détectables sur le réseau Bluetooth, on trouve de nombreux articles qui nous disent que c'est complètement fantaisiste. On trouve par exemple un article sur le site 20 minutes qui nous dit que ce n'est pas possible, que ces vidéos qui montrent cet effet de adresse Bluetooth sont juste des canulars, où les gens ont renommé le nom de certains appareils pour faire un canular. On trouve sur le site de France 24 pareil, un article qui dit que c'est une intox, c'est-à-dire une fausse information, et que donc toutes ces vidéos sont trompeuses, notamment parce qu'il est possible d'injecter des puces dans le corps humain, mais que celles-ci sont toujours de taille supérieure au diamètre d'une aiguille. Et donc ce ne serait pas possible d'injecter des puces pour faire du Bluetooth dans le corps au moyen de seringues. Alors la question se pose, est-ce qu'il est vraiment possible de créer un nanoréseau qui fonctionne à partir d'ondes gigahertz à l'intérieur du corps humain ? Il existe depuis quelques années le concept d'Internet des objets, c'est-à-dire des objets qui seraient connectés eux-mêmes à Internet, qu'on pourrait interroger ou observer à distance, avec des concepts de nuages d'informations, de capteurs qui seraient placés dans ces objets, de façon passive ou active, et donc qui seraient reliés à Internet. On trouve par exemple un rapport de France Stratégie. Donc c'est un rapport de 300 pages qui nous explique ce qu'est l'Internet des objets. C'est un rapport qui n'est pas vraiment instructif et qui ne fait que nous décrire des concepts qui sont déjà largement connus et qui explique ça de façon assez floue, sans rien apporter de nouveau. Juste pour nous dire que ce sont surtout les pays étrangers qui développent ça, que la France est en retard, et que la France compte sur l'encadrement juridique de l'Union européenne pour réglementer cette technologie. Mais il y a un concept encore plus intéressant qui est l'Internet des corps. Dans cet article du site Forbes de 2019, le concept d'Internet des corps est décrit comme étant un ensemble de dispositifs qui sont sur ou à l'intérieur du corps et qui permettent donc de mesurer l'activité du corps, les paramètres physiologiques, comme des pilules intelligentes, mais aussi des lentilles de contact intelligentes, des interfaces avec le cerveau, des puces
qui sont embarqués dans le corps et qui permettent donc de surveiller l'état corporel à distance. Il y a aussi un article sur le site de la Rand Corporation qui explique tous les avantages d'un futur connecté où notre corps serait connecté à Internet et où on puisse suivre l'état physiologique pour détecter les maladies en avance, par exemple, ou détecter des problèmes physiologiques chez les personnes qui sont reconnues comme étant malades. Il y a aussi un article sur le site de l'Encyclopédie Universalis qui explique tous les avantages d'un corps connecté, les avancées médicales que cela permettrait. Depuis 2010, c'est en cours de recherche apparemment. Il y a aussi cet article en français sur le site de Kern.info qui explique que l'Internet des corps va devenir une réalité et que cela pose question au niveau de l'intégrité et de la vie privée des personnes concernées. C'est un article qui a été écrit en 2018. Il y a enfin ce rapport du Sénat qui date de 2004, qui fait le point sur un congrès de nanosciences et de progrès médical, qui donne des informations assez intéressantes sur l'état de l'art en 2004 donc, et qui déjà fait référence à des structures de nanotubes de carbone, et également des transistors de taille nanométrique, comme on peut le voir sur ce schéma, qui pourraient être présents dans l'intérieur du corps humain. Ce rapport met donc en avant tous les avantages pour la santé, tous les progrès qui pourraient être réalisés à base de cette nouvelle technologie, et qui présente aussi des détecteurs qui ressemblent fortement à ce qu'ont présenté les gens de Next Up dans leur conférence. Ce rapport du Sénat montre donc que c'est envisageable, que c'est possible, que des senseurs électroniques et des biopuces pourraient être placés à l'intérieur des corps humains. Une prospective pour 2012 montre que le marché devrait être occupé à 28% par la recherche et la médecine. C'est un marché qui est en forte croissance pour les biopuces, 40% par an environ, qui occupe plusieurs dizaines de milliards d'euros. Et on voit que les pays européens subventionnent chacun ces technologies à la hauteur de plusieurs centaines de millions par an, avec une forte croissance prévue pour les années à venir. On peut ensuite consulter le site Wikipédia pour voir que le concept de Body Area Network, ou réseau de zones corporelles, est un concept qui existe, avec des notions de radiofréquences qui sont utilisées pour établir un réseau sans fil autour ou dans le corps humain, avec des minuscules dispositifs qui peuvent effectuer des mesures, comme des capteurs, ou agir de façon active, comme des actionneurs. Donc tout ça est présenté largement en détail. Vous pouvez consulter cette page pour voir que ce n'est pas de la science-fiction et que ça existe réellement. On peut aussi consulter la page en anglais sur les applications potentielles du graphène, qui montre que le graphène est un matériau qui est utilisé en médecine, qui est utilisé dans plein d'applications différentes pour délivrer des médicaments, pour faire du test, pour faire des mesures, pour réaliser également des transistors à l'échelle micrométrique. Et donc il y a tout un tas d'applications qui sont envisagées pour le graphène, autant de capteurs optiques que de modulateurs, que de lentilles, de photodétecteurs. Et tout ça peut être utilisé à la fois dans le corps et à l'extérieur du corps. Vous avez aussi l'article en anglais sur les nanotubes de carbone, qui explique leur structure, leur fonctionnement, et aussi leurs propriétés. Et on voit que dans cet article, plusieurs applications sont envisagées, notamment au niveau médical, au niveau optique, au niveau thermique. Et entre autres, il y a le développement de biosenseurs à base de tubes de carbone à simple paroi, qui sont apparemment en cours de développement ou qui sont déjà utilisés pour réaliser des mesures à l'intérieur des corps vivants. On peut aussi consulter l'article en anglais Molecular Logic Gate pour voir qu'il y a des portes logiques et donc des transistors qui sont développés à base de produits biologiques et de structures biologiques à base de protéines entre autres. Donc tout ça fonctionne comme de la microélectronique. Et on peut aussi consulter l'article Antenne au graphène sur Wikipédia français qui nous explique qu'une antenne au graphène est une antenne haute fréquence basée sur le graphène, un cristal de carbone bidimensionnel, qui a donc une taille nano ou micrométrique. Et donc que ces micro-antennes à base de graphène sont déjà déployées et utilisées par l'industrie. On peut aussi trouver sur YouTube des vidéos qui montrent les applications scientifiques du graphène. Une vidéo qui date de 2013 et qui montre la création de condensateurs à base de graphène par l'université de Beijing, et l'auto-assemblage de graphène avec l'utilisation de courants électriques de basse densité en 2016.
On peut ensuite consulter des articles de recherche sur le site ResearchGate par exemple. En tapant Graphene Nanonetwork, on trouve des dizaines de papiers de recherche, comme par exemple ce premier article de recherche publié en 2008 qui s'appelle Nanoréseau, un nouveau paradigme de communication. C'est un article très intéressant, assez long, qui explique comment établir un nanoréseau à base de composants qui sont à moitié organiques, à moitié électroniques, et qui permettrait donc d'établir des réseaux entre les nanomachines et des machines à la taille métrique. Des réseaux qui communiqueraient donc entre eux de façon très détaillée. Cet article de 2008 donc propose une communication à base de molécules entre les différentes parties nanométriques de ce réseau, comme des médiateurs chimiques et des moteurs moléculaires, et qui propose aussi pour les communications à plus longue distance l'utilisation de phéromones, ce qui fait un petit peu sourire maintenant parce que c'est un procédé vraiment extrêmement lent de communication, à la fois la communication chimique au niveau nanométrique et la communication au niveau des phéromones. C'est quand même un papier assez révolutionnaire et très intéressant qui a été cité plus de 1200 fois dans d'autres articles. Et donc qui est un papier de référence pour tout ce qui va concerner la recherche concernant ces nanoréseaux. On peut aussi consulter cet article de 2021, Nanosensors Modeling for Intra-Body Nanonetworks, donc la modélisation de nanocapteurs pour les nanoréseaux intracorporels, qui est vraiment assez intéressant et qui explique comment placer des capteurs à l'intérieur du corps humain, des nanocapteurs dans le cerveau, dans le corps, qui permettront ensuite d'émettre des signaux à travers la peau. Il y a tout un détail entre les capteurs qui sont placés à l'intérieur du sang, dans les couches lipidiques et dans les couches du derme. Il y a également de nombreux schémas qui montrent qu'il y a des mesures de résistivité qui sont faites à travers le sang, la peau ou les couches lipidiques, et qui montrent la perte de signal ou l'entropie générée quand le signal traverse ces différentes couches du corps. Il y a ensuite ce papier, par exemple, de 2022, qui parle de la modélisation d'antennes pour la canalisation en THz de l'Internet multimédia qui est conçu pour les réseaux intracorporels. Et donc qui détaille comment concevoir ces antennes à l'intérieur du corps pour avoir dans les bandes dans le THz, donc à partir de 300 GHz jusqu'à 1 millier de GHz, les différentes communications qui pourraient y avoir, les différents problèmes qui se posent et les différentes solutions qui sont proposées. Ce papier parle donc de champs électromagnétiques en THz, de nanocapteurs, de coopération in vivo des différents éléments de nanoréseaux, de la modélisation des différents canaux de communication qui utilisent les THz, qui utilisent notamment la 6G et les communications sans fil dans l'ordre du THz. On peut ensuite regarder ce papier de 2023 qui parle de réseaux sans fil intracorporels et qui détaille les différents mécanismes et les différentes parties d'un réseau sans fil utilisant les THz qui serait placé à l'intérieur des corps vivants. On peut ensuite consulter le site de recherche PubMed qui concerne les papiers de recherche médicale. Et quand on cherche des réseaux à base de nanoparticules de graphène, on trouve plus de 600 résultats. Réseaux centrés sur le corps, on trouve plus d'une centaine de résultats. Et il y a effectivement des nombreux articles de recherche qui semblent montrer que ce concept de nanoréseau intracorporel fait l'objet de recherches depuis plus d'une dizaine d'années. Par exemple, un article de 2014 qui étudie la possibilité de construire des nanoréseaux à base de molécules à l'intérieur du corps. Un article de 2015 qui étudie la communication moléculaire de réseaux placés à l'intérieur du corps pour surveiller de façon continuelle la santé et établir des diagnostics. Il y a aussi un article de 2017 qui étudie la possibilité de construire des nanoréseaux à base de graphène qui s'auto-organisent et à base de semi-conducteurs. Il y a aussi cet article très intéressant de 2018 qui explique comment fonctionnerait une nano-antenne
qui utiliserait les nanoréseaux à base de terahertz à l'intérieur du corps pour fonctionner. Et dans cet article, on trouve un schéma de fonctionnement à base de capteurs et d'antennes placées à l'intérieur du corps qui utiliseraient des ondes électromagnétiques en terahertz pour se connecter à des appareils type ordinateur ou smartphone. Il y a enfin cet article de 2021 qui étudie les objectifs et les défis qui sont présentés par des réseaux en terahertz à l'intérieur du corps, et qui donc étudie toutes ces possibilités et tous les risques et les défis qui sont à prendre en considération pour mettre en place des réseaux nanométriques à l'intérieur du corps physique. Donc vous voyez que ces nombreux articles scientifiques montrent bien que le concept de nanoréseau à base de graphène et de nanotechnologie implantés à l'intérieur du corps sont une réalité et font l'objet d'études depuis plus d'une quinzaine d'années. Toutes ces informations sont publiques et sont facilement accessibles en quelques minutes de recherche. Alors pourquoi les médias français cachent-ils cette réalité et prétendent-ils que ce concept de nanoréseau à l'intérieur du corps qui utilise le Bluetooth est de l'intox ou est complètement impossible à réaliser? Plusieurs personnalités ont déjà parlé de cette évolution de la technologie qui allait coloniser progressivement le corps humain pour transformer l'homme en une machine biologique assistée par des implants technologiques. Et parmi elles, Yuval Harari, qui est un grand promoteur du transhumanisme. C'est un prof d'histoire israélien qui a écrit de nombreux livres très influents qui sont des références pour de nombreux scientifiques et dirigeants. Il a participé depuis quelques années au Forum économique mondial à Davos et prononcé son discours d'ouverture. Comme il le dit sur son site web, il rencontre régulièrement des chefs d'État pour aborder différents problèmes internationaux, leur donner des conseils et les conseiller sur l'évolution probable de l'histoire telle qu'il la voit lui, avec ses propres idées et sa propre vision pour l'humain. Et on voit effectivement qu'il intervient de nombreuses fois dans de nombreux médias qui le suivent, notamment les médias français, de droite comme de gauche, qui l'encensent comme quelqu'un de très visionnaire et qui prennent très au sérieux ses déclarations et les positions qu'il défend dans ses livres. Pour illustrer le discours de Yuval Harari concernant le transhumanisme et l'évolution de l'humain, il y a 4 interventions assez intéressantes à remarquer. Une interview donnée au World Post en 2017, dans laquelle il déclare « Je crois que la plus grande bataille du XXIe siècle sera entre la confidentialité et la santé. Et la santé gagnera. La plupart des gens voudront abandonner leur confidentialité en échange d'une meilleure protection de santé, basée sur une surveillance 24 heures sur 24 de ce qu'il se passe dans leur corps. Je crois que très bientôt, les gens se promèneront avec des sondes biométriques sur eux ou même dans leur corps et permettront à Google, Facebook, le gouvernement chinois ou n'importe qui d'autre de surveiller en permanence ce qui se passe dans leur corps. » Il a ensuite fait un discours très intéressant lors de l'ouverture du Forum économique mondial à Davos le 23 janvier 2020, où il déclare « Dans le passé, de nombreux tyrans et gouvernements voulaient le faire, mais personne ne comprenait suffisamment bien la biologie et n'avait suffisamment de puissance de traitement de données pour pirater des millions de gens. Ni la Gestapo ni le KGB ne pouvaient le faire. Mais bientôt, au moins quelques entreprises et gouvernements seront capables de pirater systématiquement tous les individus. Nous autres humains devrions nous habituer à l'idée que nous ne sommes plus des âmes mystérieuses, nous sommes maintenant des animaux piratables. C'est ce que nous sommes. » Le même jour, un peu plus tard, il a donné une interview où il confirme ce qu'il vient de déclarer. Dans une telle situation, l'ancien système démocratique arrête de fonctionner. Nous avons besoin de réinventer la démocratie pour cette nouvelle ère, dans laquelle les humains sont des animaux piratables. Toute cette idée que les humains ont une âme ou un esprit, et qu'ils ont un libre arbitre, que personne ne sait ce qu'il se passe en moi, et que ce que je choisis pour les élections ou au supermarché est mon libre arbitre, tout cela, c'est fini. Nous n'avons pas le choix. Nous devons imaginer un nouvel avenir, car nous ne pouvons pas revenir en arrière à la situation passée. C'est impossible. Bien sûr, les vaccins vont nous aider. Ils vont rendre les choses plus gérables. Qu'est-ce qu'il veut dire vraiment par là ? Il déclare ensuite « Tout est en train d'être numérisé, tout est en train d'être surveillé, et nous sommes au milieu d'un bouleversement social gigantesque. Nous ne pouvons pas revenir en arrière, mais cela ne veut pas dire que l'avenir sera forcément mauvais. On dit souvent qu'il ne faut pas laisser gaspiller une bonne crise.
Car une crise est une opportunité pour faire aussi de bonnes réformes avec lesquelles les gens ne seraient pas d'accord en temps normal. Mais pendant une crise, nous n'avons pas le choix, alors nous le faisons. Plus tard la même année, il a été interviewé par la BBC, le 5 mai 2020, et il déclare « Au XXe siècle, il y avait des régimes totalitaires qui surveillaient ce que les gens faisaient. Mais ils ne pouvaient pas aller sous la peau et surveiller ce que les gens ressentaient et pensaient vraiment. C'était absolument impossible. Ils n'avaient pas la technologie ou la puissance de calcul pour analyser toutes les données. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire, c'est en train de devenir faisable de surveiller tout le monde tout le temps. Et pas seulement ce que nous faisons, mais même ce que nous ressentons. Vous savez, nous avons entendu parler depuis de nombreuses années de l'avancée de la surveillance, mais la plupart des gens se focalisent encore sur ce que l'on pourrait appeler la surveillance au-dessus de la peau, ce que vous faites, et pas ce qu'il se passe à l'intérieur de votre corps. Et un peu plus tard, les gens pourront regarder en arrière dans 100 ans et identifier l'épidémie de coronavirus comme étant le moment où un nouveau régime de surveillance a pris le dessus, spécialement la surveillance sous la peau, ce qui est, je pense, le développement le plus important du XXIe siècle. Cette capacité de pirater les êtres humains, aller sous la peau pour collecter des données biométriques, les analyser et comprendre les gens mieux que ce qu'ils se comprennent eux-mêmes. Yuval Harari confirme donc lui-même qu'il y a bien des nanoréseaux intracorporels qui sont ou qui vont être mis en œuvre pour pirater les humains. Et ces propos ont été rapportés par les journaux français en septembre 2018, par exemple le journal Le Monde, et aussi par France 24. France 24 qui, 3 ans plus tard, niera tout de même que l'on puisse injecter les humains avec des puces Bluetooth à l'aide de seringues. Il existe un document appelé Intra-Body Nano Network, publié en décembre 2021 par un scientifique anonyme pour décrire la structure du nanoréseau intracorporel qui a été placé chez les humains à l'aide du vaccin contre le coronavirus. C'est une technologie militaire qui était implantée à l'insu des receveurs. Et donc ce document décrit la structure du réseau avec ses différents composants pour influencer et interagir avec tous les organes du corps, et notamment le cerveau. Ce document donne donc le détail des différentes parties, des nanotubes de carbone qui interagissent avec les neurones, des nanorouteurs, des codecs pour transformer le signal, des particules quantiques de graphène pour mesurer la présence de certaines protéines dans le corps, des antennes fractales de graphène, des nanosenseurs et d'autres nanosenseurs un peu plus complexes. Donc tout ce réseau est décrit de façon très complète, les différentes parties de senseurs, de communication, d'assemblage. Et donc cela semble être vraiment une réalité, même si c'est une technologie très avancée qui n'est pas encore rendue publique. Cela semble être une réalité qui a été mise en pratique et qui a été mise en place à l'insu des personnes lors des injections contre le coronavirus. Et on peut même se demander si toute cette crise du coronavirus n'a pas été seulement une excuse pour pouvoir injecter les gens sans leur consentement. Tous ces documents sont facilement disponibles sur Internet, et pourtant les médias se sont empressés de qualifier de théorie du complot toute personne qui s'opposait au vaccin et se posait la question sur leur véritable nature et sur leur réelle innocuité. La presse et les médias ont pourtant comme nous accès à toutes les informations publiques, et devrait pouvoir nous faire une synthèse objective de ce qui constitue la réalité. Mais ce n'est pas le cas, et ils nous cachent intentionnellement des données qui pourraient nous faire remettre en question la bienveillance de nos gouvernements. On peut alors se poser la question, sur quoi d'autres nous mentent-ils? Quelles autres soi-disant théories du complot sont également vraies? Combien y a-t-il d'autres vérités factuelles, d'autres éléments de réalité qui montrent que des soi-disant théories du complot n'en sont pas, et sont des faits avérés? Depuis des dizaines d'années, ceux qui cherchent la réalité et la vérité sont facilement disqualifiés par ce discours de théorie du complot. Il y aurait sûrement de nombreuses autres choses réelles et intéressantes à découvrir derrière ces appellations diffamantes et disqualifiantes. Nous devrions prendre conscience et accepter que nous ne pouvons pas faire confiance aux médias, qu'il nous faut nous confronter aux faits, aux éléments factuels de la réalité, pour sortir des croyances infondées et des illusions, et pour connaître la vérité de ce qui est réel et de ce qui ne l'est pas. Depuis des siècles, de nombreux écrivains et penseurs nous exhortent à l'action, au courage et à la lucidité, en faisant des déclarations simples et limpides.
Bien plus que le bruit des bottes, je crains le silence des pantoufles. Ou encore Einstein, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. Ou encore Goethe, nul n'est plus esclave que celui qui se croit libre sans l'être. Et enfin, deux déclarations qui sont très importantes dans cette époque de mensonges généralisés. Une de Descartes: pour atteindre la vérité, il faut une fois dans la vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Et enfin une de Nietzsche: souvent, les gens ne veulent pas voir, entendre et parler de la vérité, parce qu'ils ne veulent pas que leurs illusions soient détruites. Ces deux déclarations devraient vraiment nous faire tous réfléchir profondément. Pourquoi croyons-nous ce que nous croyons? Est-ce vraiment la réalité? Avons-nous vraiment vérifié la réalité de nos croyances? Ou avons-nous délégué notre capacité de jugement en répétant par mimétisme ce que les autres disent? Avons-nous cédé à la paresse, au manque de temps et de courage, en acceptant des croyances fausses qui nous éloignent de la réalité et de la vérité? Nous vivons une époque critique, où nous sommes face à un choix clair. Soit l'obscurantisme de la science matérialiste et l'esclavage technologique, soit la vérité de l'existence et la vie. Soit le choix des croyances agréables mais erronées, des opinions fabriquées par les médias, de la croyance aveugle au matérialisme, à la survie du plus apte et l'obéissance irréfléchie. Soit le retour à la vérité de la vie et de la nature. Nous ouvrir à la réalité spirituelle de l'existence et à la compréhension que nous ne sommes pas des machines chimiques, mais des âmes, des parcelles de conscience tirées d'une immense source de vie, et que nous devrions vivre en paix et en harmonie avec tous les autres êtres vivants, comme une grande famille qui partage intelligemment la même petite planète, avec amour, respect et bienveillance pour chaque chose. Mettre en accord nos croyances avec la vérité de l'existence, et retrouver ainsi la souveraineté de notre esprit, le plaisir d'être en vie, une vraie joie sereine et un vrai sens à notre vie. Quel que soit votre choix, je vous souhaite une longue vie heureuse et pleine de santé, et donc pleine de paix, de joie, d'intelligence et d'amour.